Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Essonne en auteur. Personnage peu aimé de la mémoire historique, Madame du Barry, dernière maîtresse de Louis XV, laisse le souvenir d'une légèreté malvenue dans le contexte socio-politique français de plus en plus tragique de la fin du XVIIIe siècle. Chassé de la cour à l'avènement de Louis XVI et retiré dans son domaine de Louvciennes, les presque 20 années qui s'écoulent entre la mort de Louis XV et son exécution le 8 décembre 1793 furent pourtant les plus heureuses pour la comtesse du Barry. Offert par Louis XV à sa bien-aimée, d'abord composé d'un petit château, le domaine de Louvciennes s'enrichit à la demande de Madame du Barry en 1770 d'un somptueux pavillon de musique de style néoclassique dû à l'architecte Nicolas Ledoux. Plusieurs fois remanié, le pavillon de musique de Madame du Barry, quintessence du raffinement du XVIIIe siècle, est aujourd'hui la propriété de la fondation Julienne Dumeste, qui a rendu au domaine tout son lustre. Mais c'est aussi le cadre principal du roman historique de Ludovic Miserolles, intitulé Zamore, le nègre républicain, et publié aux éditions Atelier Mosésu. Ludovic Miserolles, qui s'est fait une spécialité des personnages d'arrière-plan aux côtés des grands personnages historiques dans le contexte de la Révolution, nous présente l'histoire étonnante de Zamore, indien d'origine, longtemps tenu pour un Africain, arraché à sa mère et offert en cadeau par Louis XV à Madame du Barry. Élevé dans les fastes de Versailles puis de Louvciennes, il manifestera une attitude véhémente contre sa maîtresse durant la Terreur qui la conduira tout droit à l'échafaud. Ludovic Miserolles, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de l'Essonne en auteur qui a la chance d'être installé dans le pavillon de musique de Madame du Barry à Louvciennes. Alors, comme vous connaissez l'émission, vous savez que la première question rituelle qu'on pose à nos invités, évidemment, concerne le lieu et le lien avec leur livre. Mais là, nous sommes dans un cas de figure un peu particulier par rapport à la majorité de nos émissions. Là, ce n'est pas seulement un lien thématique, c'est que votre ouvrage se déroule réellement ici. Donc, ma première question est la suivante. Eh bien, quel est votre sentiment de vous trouver pour la première fois en vrai dans un décor que vous évoquez dans Zamore, le nègre républicain? C'est assez incroyable, en fait, se dire qu'ici a marché Madame du Barry, Zamore, que Louis XV est venu aussi pour l'inauguration de ce pavillon en 1771. C'est assez incroyable, voilà. Et en fait, on a l'impression de donner sens à quelque chose, en fait. De le voir se matérialiser. Ouais. Alors, est-ce que vous aviez par rapport au lieu, parce que, je le dis tout de suite, le lieu est assez décrit dans votre ouvrage, on y revient plusieurs fois, il est même l'objet d'une occupation révolutionnaire, bon voilà, donc le lieu compte beaucoup dans votre ouvrage. Est-ce que vous vous étiez documenté sur ce lieu? Comment vous aviez travaillé par rapport au lieu? Alors, par rapport au lieu, je me suis documenté, je suis allé aux archives départementales de Versailles, évidemment, et j'ai visité notamment le pavillon qui est un peu plus haut où habitait Madame du Barry. Château des Eaux, comment est-ce qu'on l'appelle? Château des Eaux. En fait, par rapport à la machine de Marly. Bien sûr. Elle s'est fait offrir ce domaine par Louis XV en 1769 et elle a fait construire ce pavillon de musique en 1771 par Ledoux. Oui. Il y a eu une gigantesque fête pour l'inauguration. Louis XV était présent pour l'inauguration. D'ailleurs, sur une représentation qui est ici dans le pavillon qu'on a vu tout à l'heure, on voit un tableau de Moreau qui peint l'inauguration. On y voit Zamore en bas à gauche, présentant une tasse de chocolat à Madame du Barry. Et ce qu'il faut savoir, et ce qu'on sait peu, c'est que Madame du Barry avait pour projet d'intégrer ce pavillon de musique dans un bâtiment beaucoup plus grand. Elle avait commandé les plans à Nicolas Ledoux en 1773. Malheureusement, le 10 mai 1774, Louis XV est mort, bien sûr. Et ça met fin à ses projets. Mais elle avait pour projet d'incorporer ce pavillon de musique dans un bâtiment beaucoup plus grand. Oui, parce que je crois que le château était quand même de petite taille. Voilà. Madame du Barry avait une envie de divertissement mondain. Elle trouvait le château trop petit pour cela. Et c'est dans cette perspective que le pavillon a été construit. Avec une magnifique vue sur la Seine. Oui, extraordinaire, un panorama même presque on dirait sur l'île de France. Oui. Et du coup, c'est comme ça qu'on a aujourd'hui ce pavillon de musique, mais qui n'a pas la taille qu'il aurait dû avoir selon ce que vous nous en dites. Alors, on a souhaité vous recevoir, certes, et on va y venir bien sûr, parce que l'histoire de Zamore, elle est extraordinaire, elle est romanesque en elle-même, celle de Madame du Barry aussi, mais la première chose qui m'a décidé à vous recevoir, c'est votre projet d'écriture.
d'écriture. Bon, pourquoi? Parce que mon attention avait déjà été attirée par un livre, votre précédent ouvrage, qui s'appelait de mémoire Rosalie Lamorlière, et pareil, j'avais une vague idée de qui c'était, mais je ne la connaissais pas aussi bien qu'après vous avoir lu, et qui était la dernière servante de Marie-Antoinette en prison. Mais ce n'est pas une servante choisie, c'est une servante que la Révolution lui avait donnée. Et finalement, quand j'ai lu Zamor, je me suis rendu compte qu'il y avait il semblait se distinguer, vous confirmerez ou vous infirmerez, un projet d'écriture particulier avec deux caractéristiques. Pour moi, ce que j'ai distingué, c'est d'abord que vous preniez des personnages, on ne peut même pas dire de second plan, mais de troisième rang historique. Je ne le dis pas du tout de manière péjorative, ce ne sont pas des personnages qui ont pesé sur l'histoire, mais qui ont été dans la proximité de personnages de premier plan. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on retrouve, c'est l'époque choisie, à savoir à chaque fois l'époque révolutionnaire. Est-ce que j'ai bien défini votre projet? Est-ce que ce projet existe? Et est-ce qu'il y aurait d'autres détails à nous donner sur ce projet? Je confirme tout ça. D'accord, donc il y a bien un projet. Efficace, il y a un projet. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment faire entrer les gens dans l'histoire, mais par les coulisses. Et quoi de mieux que de raconter la vie de petites gens, entre guillemets, ça n'a rien de péjoratif non plus. Bien sûr que non. Mais auxquels les gens vont pouvoir s'identifier. Et l'époque révolutionnaire m'intéresse depuis que je suis vraiment petit, parce que c'est une époque où tout semble possible, même s'il y a eu beaucoup de désillusions. Mais c'est la fin de quelque chose, le début un peu flou d'autre chose, on ne sait pas trop où on va. Et voilà, c'est vraiment cette période qui m'intéresse et les petits personnages. Donc Rosalie, dans le premier ouvrage, qui travaillait à la conciergerie quand Marie-Antoinette est arrivée, une relation d'amitié est née entre les deux femmes que tout opposait. Et ensuite, Zamor, un autre domestique, quoi quelque part. Donc deux ouvrages sur deux domestiques. C'est vrai aussi, voilà, ça je ne l'avais pas dit. Ça peut penser à Downton Abbey. Oui, bon, si vous voulez, pourquoi pas, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a la coexistence des aristocrates et du petit personnel. Mais c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est les petites gens qui ont participé à l'histoire telle qu'on nous l'a décrit dans les livres. Mais bon, il faut bien se l'avouer, on raconte toujours la même chose sur les marquis, les comtesses, etc. Et on s'intéresse très peu aux autres personnes. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Eh bien, écoutez, c'est vraiment un projet qui est extrêmement intéressant. Et donc, alors, est-ce qu'on peut espérer qu'après Zamor, vous allez continuer dans cette veine, du coup? Oui. Alors, il y a quelque chose qui est en chantier? C'est en chantier. Un travail de recherche a déjà commencé. J'en suis aux prémices. On ne vous en demandera pas plus, parce qu'on sait qu'en général, les auteurs n'aiment pas confier leur projet jusqu'à ce qu'il soit abouti. Alors justement, votre ouvrage est précisément un roman historique, ce n'est pas une biographie, donc il y a une matière romanesque. La question qui arrive, elle est toute naturelle, et toujours pour un peu définir ce fameux projet d'écriture. Dans ce roman, quelle est la part, alors je ne sais pas si vous allez donner des pourcentages ou expliquer ça autrement, mais quelle est la part de matière romanesque pure, quelle est la part d'histoire pure? Et ma deuxième question, elle est très importante, c'est dans ce cas-là, quel rôle joue le romanesque par rapport à la part historique pure? Alors, je vais répondre à tout ça en fait dans sa globalité. D'accord. Le romanesque me sert en fait à faire le lien entre des choses qui sont avérées, que j'ai pu vérifier dans les archives, etc., etc. Et ça m'aide à rendre les choses plus vivantes, à raconter l'histoire en quelque sorte. À lui redonner une épaisseur humaine. Tout à fait, voilà. À ce que ce ne soit pas quelque chose de statique, comme on peut l'avoir dans des livres universitaires, ou comme Bien parfois sûr. on nous l'enseigne aussi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs d'histoire qui rendaient l'histoire vivante. N'oublions pas que ça s'appelle histoire à l'origine. Voilà, ça fait raconte raconter quelque bien chose. sûr, absolument. Et c'est ce que j'ai voulu faire à travers mes deux romans. Mais par contre, j'étais un peu frustré moi-même, étant plus jeune quand je lisais des romans historiques, c'est que je n'arrivais pas à faire la part du vrai, du faux, et j'étais un peu perdu. Donc là, c'est pour ça qu'à la fin de mes deux ouvrages, je dis au lecteur quel personnage est fictif. Oui, et puis vous êtes même encore plus scrupuleux que ça, parce que là, il y a une vraie dimension d'historien dans votre roman qu'on ne trouve jamais dans les romans historiques. Page après page, quand un fait est historique avéré et qu'il est le fruit de vos recherches, vous communiquez toujours, vraiment comme un historien cette fois-ci,
où vous avez trouvé l'information, quelle est sa nature exacte, etc. Donc il y a un grand souci, un grand scrupule chez vous de l'authenticité historique, ça c'est vrai. D'accord. Alors, ce disant, donc vous êtes, comme on vient de le dire, très précis sur vos recherches, et il y a tellement de choses qui m'ont apparu nouvelles. Bon, moi, je vous le dis tout de suite, je connaissais l'histoire de Zamore, on va la rappeler à notre public dans quelques instants. On la connaissait dans des grandes lignes avec quand même quelques petites erreurs. Donc, votre livre m'a permis de clarifier les choses. Et donc, j'ai vu que vous aviez trouvé pas mal de choses incroyables, et je me posais la question, parmi tout ce que vous avez trouvé, tout ce que vous avez un peu découvert, quels sont les documents, les archives qui vous ont le plus étonné, touché? Alors, ce qui m'a touché, c'est ce que j'ai trouvé aux archives départementales de Paris. D'accord. C'est l'inventaire après décès de Zamore, oui. En 1820. Oui. Et dans la foulée, je suis tombé sur l'affiche qui était placardée à Paris où on annonçait la vente aux enchères de ses affaires, en fait. De peu de choses qui lui restaient. Voilà. Donc, ça n'était pas que ses affaires. Il y avait plein de personnes qui étaient intéressées par cette vente, mais son nom apparaissait. Oui. Ça donne une scène un peu pathétique d'ailleurs dans votre livre, puisque, comme vous le dites, ce même jour, il y a la vente des biens de plusieurs personnes. Et l'un de vos personnages, on ne rentrera pas dans les détails, mais les lecteurs iront voir, un des personnages inventés suit cette vente. Et en fait, ça consiste en si peu de choses que Zamore a à vendre que bien on voit plein de gens partir et que cette dame qui n'a pas vu passer les objets de Zamore croit qu'en fait, voilà, la vente est terminée. Et en fait, simplement non, les gens ont considéré que c'était si peu de choses qu'elle est quasiment toute seule, presque pas, parce qu'elle va avoir un concurrent. Voilà. Mais voilà. Et cette vente, donc ce que vous rapportez des biens de Zamore dans votre livre, c'est exactement ce qu'il avait. C'est collé au plus près à l'inventaire après décès. Les chiffres que je donne quand il y a les enchères qui commencent. Ce sont les vrais chiffres. Ce sont les chiffres auxquels les objets ont été adjugés. Donc il n'y a rien d'inventé dans tout cela, si ce n'est le personnage fictif et la relation qui se noue après, au cours de cette vente. Mais c'est vrai que le fait de savoir dans le peu de mobilier qu'il avait, savoir qu'à ses fenêtres, il y avait des rideaux à rayures bleues rapiécées, qu'il était allongé sur 2 matelas de laine à carreaux, qu'il avait une vieille malle au pied du lit avec des vieilles redingotes qui, à mon avis, devaient dater de l'époque bénie où il avait un peu de pécule devant lui. C'était très très émouvant en fait, de voir dans quelle misère cet homme est mort alors qu'il a quand même été élevé sous les ors de Versailles. Absolument. Parce que voilà, c'est ça, on va y venir, on va rappeler qui il était, mais il est né dans la... Enfin, il n'est pas né, mais il a vécu toute sa jeunesse dans la splendeur et il a fini dans la plus grande misère, on peut le dire. Alors justement, il faut... Moi, les deux, quand même, je vais revenir là-dessus. Les deux documents, moi, qui m'ont particulièrement touché, c'est d'une part la dernière lettre, le dernier témoignage, la dernière audition de Madame du Barry à la prison de la Conciergerie, puisque on sait qu'elle a fini à l'échafaud et qu'elle a pensé après le verdict de son procès qu'en faisant une nouvelle déclaration, et là on voit la femme qui s'agrippe à la vie, et ça c'est quelque chose de... Enfin moi ça m'a beaucoup touché, qui pense qu'en faisant une nouvelle déclaration ça pourrait remettre en cause le verdict, et les révolutionnaires sont horribles. Je vous laisse raconter pourquoi. Alors en fait, Madame du Barry, au petit matin du 8 décembre 1793, s'apprête à monter à l'échafaud et elle se dit à ce moment-là, pour retarder un peu plus le moment, mais c'est ça. Et se dire je vais pouvoir encore un instant, monsieur Lebeau. Et elle se dit je vais leur dire à ces gens-là où j'ai caché mes biens, mes bijoux, mes tableaux, ma vaisselle, je vais tout leur dire. Ça va améliorer mon sort. Voilà, donc elle fait venir en fait des gens du comité, en fait des gens du tribunal, pardon, et elle leur dit pendant des heures, mais ça dure, c'est tout ce qu'elle a en plus. Tout ce qu'elle a. Donc tout ce qu'elle a caché, enterré dans son jardin, partout, dans la cave, elle raconte tout. Et elle y croit tellement qu'à la fin, elle leur dit « Et si vous voulez, quand vous m'aurez libéré, j'ai mes bijoux à Londres qu'on m'a volés en 1791. Je les vendrai et je vous donnerai le fruit de la vente afin de rembourser aussi mon procès. » Enfin, je veux dire, on voit la femme qui s'accroche à la vie. Quelle naïveté. Oui. Ils prennent des notes, ils prennent, ils n'en peuvent plus. Et au bout de plusieurs heures,
Ils appellent Samson pour qu'il fasse son office, qu'il lui coupe les cheveux, et là, elle comprend plus. Ce qui veut dire que c'est comme si elle n'avait rien fait. Et là, elle se rend compte qu'elle s'est faite avoir. Absolument. Alors, il faut qu'on en vienne maintenant à Zamore, puisqu'on parle de lui depuis tout à l'heure. Les gens entendent qu'il y a un lien avec Madame du Barry, mais beaucoup de gens ne savent toujours pas aujourd'hui qui était Zamore. Ma première question le concernant, ça va justement être de dire qui il était. Oh, si je savais seulement. Oui, c'est un pas personnage forcément très psychologiquement. Ouais. Là, on y viendra plus tard. On Mais va parler disons, de est-ce son que vous pouvez histoire. nous dire, voilà, grosso modo, qui il est historiquement et son lien avec Madame du Barry? Alors, Zamore a environ entre 8 et 10 ans lorsqu'il se fait arracher à ses parents en Inde. Il est originaire du Bengale. À l'époque, il y a le commerce de l'esclavage. Donc, il est emmené par un capitaine de vaisseau anglais. Le système des comptoirs, rappelons-le. Voilà, donc on a des comptoirs aux Indes. Et il est amené en France. Là, on ne sait pas trop, on pense que c'est le duc de Richelieu qui l'offre d'abord à Louis XV, et Louis XV l'offre à son tour à Madame du Barry. Comme un cadeau. C'est un cadeau, c'est une marchandise, voilà, c'est un petit produit exotique. Une petite poupée. Voilà, c'est ça. Donc, Madame du Barry est toute heureuse. Elle le fait habiller par les plus grands couturiers, Rose Bertin, Madame Lejeune, enfin, en fait, tout le monde y passe. Il est paré de bijoux. Elle le fait baptiser. Épée, voilà, tout à fait. Elle le fait baptiser le 4 juillet 1772 à Versailles. Elle en est la marraine, le comte de la Marche en est le parrain. Bon, bien évidemment, aucun des deux n'ira au baptême. Ils sont représentés par des domestiques. On l'habille pour l'occasion avec un petit sabre à la ceinture, des plumes à la coiffe, il a des galons argentés sur les habits. C'est un petit produit exotique. Voilà, c'est ça, c'est en fait une poupée, en fait, comme vous le disiez. Et l'enfant grandit, il est élevé à Versailles, à la cour, on lui donne des professeurs, une instruction. Il a notamment M. de Polignac comme professeur de géographie. Et donc, il s'intéresse très vite aux idées nouvelles. En fait, il grandit, il s'intéresse aux Lumières. Qui grandit dans le contexte des Lumières. Voilà, il est dans le siècle des Lumières, il lit Voltaire, Rousseau, il adore Rousseau. Oui, plus que Voltaire, ça on le comprend. Oui. Il adore Rousseau. Et il y voit notamment dans son contrat social en fait, des choses en rapport avec son propre devenir. Puis le discours sur l'inégalité aussi. Voilà, donc, et arrive la Révolution. À la Révolution, à Louvciennes traîne un espion anglo-américain qui veut à tout prix la tête de Madame du Barry. Et il arrive à avoir de son côté deux des domestiques de Madame du Barry, Salanave, qui est valet, il est aussi à ses heures perdues confiseur, et Zamore. Donc il va retourner contre Madame du Barry. Salanave et Zamore. Son espèce de... Parce que c'est pareil, on a commencé on va rentrer dans ces détails un peu plus tard, mais on l'a présenté à l'origine comme une petite poupée, comme un jouet. Mais forcément, il a quitté, ce qu'on n'a pas dit cette chose-là. Madame du Barry a dû débarrasser le plancher de Versailles à la mort de Louis XV. Louis XVI et Marie-Antoinette lui ont fait comprendre que voilà. Surtout Marie-Antoinette. Voilà, c'est ça. Elle devait prendre du champ. Et en fait, elle a gardé Zamore avec lui donc, dans ce domaine. Donc c'était leur maison à tous les deux. Puis un jour, elle l'a mis à la porte. Est-ce qu'on sait exactement d'ailleurs pourquoi elle l'a mis à la porte? Alors, elle l'a mis à la porte parce que le 31 juillet, je crois, si je me souviens bien, 31 juillet 1793, Grive écrit un pamphlet. Enfin, un pamphlet, non, une lettre ouverte contre Madame du Barry. Et Madame du Barry se rend compte qu'à l'intérieur de ce texte, il y a des choses que seuls des gens de l'intérieur peuvent savoir et ont pu renseigner Grive, pardon. Et tout de suite, elle pense à Zamore parce qu'elle sait qu'il lit Rousseau, elle sait qu'il s'est accoquiné avec ce Grive, et elle le chasse. Donc au mois d'août, elle le chasse de la propriété de Louvciennes. D'accord. Alors, donc, on vient maintenant de bien situer qui était ce personnage et son lien avec Madame du Barry. Cette fois-ci, je vais revenir vers vous. Pourquoi vous êtes intéressé à ce personnage en particulier? À Zamore, parce que c'est un personnage ambigu, parce que c'est un des petits personnages de la Révolution, parce que... Ce que nous disions tout à l'heure dans le projet d'écriture, voilà. Il collait à ce projet. Parce que je sortais du premier ouvrage où j'avais traité de Rosalie Lamorlière, qui est plus une oie blanche, à qui on donnerait pratiquement le bon Dieu sans confession. Oui, parce qu'elle est admirable. Elle est admirable. Voilà, c'est ça. Zamore, c'est moins le cas. Zamore, voilà. J'avais envie de changer un peu d'angle. D'accord. Et j'avais lu le livre d'Ève Ruggieri que j'avais trouvé passionnant. Et après, je me suis dit, voilà, c'est ce personnage qu'il faut Si je continue dans ce projet, la suite, c'est Zamore. La suite, c'est Zamore, ça ne peut être que lui.
Alors, il existe une espèce de doute sur son origine. Bon, tout de suite, vous avez présenté Zamor comme un Indien, en rappelant qu'il avait des origines bengalis, mais pendant très longtemps, moi j'avoue que j'avais connu Zamor comme un Africain. Et d'ailleurs, votre titre renforce cette... enfin, je ne sais pas qu'il renforce, parce que vous levez bien le doute dans le livre, mais vous rappelez cette confusion, puisque vous l'avez intitulé Zamor, le nègre républicain, à savoir qu'on a longtemps cru que Zamor était africain. Est-ce que vous savez d'où vient cette confusion de croire que Zamor était africain? Est-ce que c'est juste sa couleur de peau, puis les gens ne faisaient pas de distinction? Donc en fait déjà au XVIIIe, on appelait nègre tout ce qui avait la peau un peu plus foncée. Alors on rappelle, ce mot a fait encore très peu de temps l'objet de cris d'orfraie, parce que c'était employé d'une manière historique. On va quand même faire une mise au point. Le mot nègre n'a pas de connotation, bien sûr. Le mot nègre n'a aucune, ce qui n'a pas de sens, il n'y a pas de racisme au XVIIIe siècle, ça ne veut rien dire, et il n'y a pas de connotation du mot, c'est simplement l'évolution du latin niger nigris, qui veut dire noir, ni plus ni moins. Bon, alors donc, je vous laisse poursuivre votre explication. Donc, à savoir son origine supposée africaine et d'où c'est venu. Donc en fait, déjà l'appellation nègre a renforcé certains contemporains à dire que Zamor était noir. En plus, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y avait un portrait dans une collection de Sacha Guitry d'un Africain. Je crois même que c'est le portrait qui est en couverture. C'est celui que vous avez mis en couverture, bien sûr. Et qu'il a attribué, enfin qu'il a dit être le portrait de Zamor. D'accord. Donc ça a continué la légende. Voilà. Je crois même qu'on voit le portrait dans le film Le Diable boiteux sur Talleyrand. Absolument. Par contre, voilà, donc ça a entretenu tout ça, sauf qu'au cours de mes recherches, moi j'ai découvert la reproduction d'un tableau de Drouet, qui était l'un des peintres préférés de Madame du Barry, où on voit un petit Indien habillé en arlequin, un enfant de 10-12 ans, et qu'on pense être une reproduction fidèle, pour une fois, de Zamor. Oui, parce que chaque fois qu'on le voit dans une espèce de costume local, c'est toujours un costume indien. Là, on voit un portrait dans ce pavillon où il a quand même des traits africains, mais si on regarde son costume, c'est plus un costume indien. Donc il y a eu une espèce d'ambiguïté qui vient simplement que, bon, il avait une couleur de peau et qu'on n'a pas été à l'époque chercher très loin. On a dit, voilà, c'est un Africain. Donc c'est parti de là. Et ça a été entretenu par tout un tas de gens qui faisaient cette même erreur, jusqu'à Sacha Guitry, qui pourtant a fait beaucoup de choses en matière d'histoire, parfois en tant que romancier sans le savoir. Alors, autre chose qui m'a étonné concernant Zamor, voilà, on a évoqué son enfance, etc., mais vous ne le présentez pas du tout sur toute sa vie. Vous le présentez en fait presque in medias res, on peut le dire, c'est-à-dire au milieu des événements révolutionnaires. Pourquoi vous avez décidé de le présenter à partir de ce moment-là? Déjà, moi, je n'aime pas les histoires linéaires. Bien sûr. En fait, de Rosalie, mon premier ouvrage aussi, ne commence pas à l'enfance, en fait, de Rosalie. Et ça me permettait justement des petits flashbacks sur l'enfance en fait, de Zamor et aussi le suivre dans ses interrogations en fait, par rapport à son passé, à son devenir, à ses doutes. Et si j'avais suivi un fil linéaire, je n'aurais pas pu faire ça. Ça aurait été beaucoup plus compliqué, ça aurait été voire même peut-être ennuyeux. Parce qu'on aurait été finalement peut-être plus dans l'ordre de la biographie que du roman. C'est une très bonne idée de le prendre en plus à un moment dramatique. Un romancier, c'est quelqu'un qui doit jouer avec le dramatique. Et là, de le prendre au moment de la Révolution, c'est une idée pertinente. En plus, à la veille de l'arrestation de Madame du Barry. Bien sûr. Donc là, c'est là où va se jouer son avenir. C'est là où il va faire table rase du passé et se lancer dans l'inconnu. Alors, autre chose qui m'a frappé, je vous ai dit, la première raison qui m'a fait vous inviter, finalement les deux raisons qui ne m'auraient pas fait vous inviter, c'est Zamor et Madame du Barry en tant que telles. C'est très bizarre ce que je dis, mais c'est vrai. La première raison, c'était le projet d'écriture, je viens de vous en parler. Et la deuxième raison, c'est le portrait psychologique du personnage. Bon, pourquoi ? Parce que parfois, dans les romans historiques, c'est un peu séparé, le bon, le gentil, surtout quand vous avez affaire à des événements historiques comme la Révolution, les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. Bon, ça peut être un petit peu, d'abord c'est un peu naïf comme vision de l'histoire, et puis ça peut être un peu lassant. Et là, vous faites vraiment un portrait psychologique jusqu'au bout, hein, d'un personnage presque qui a des caractéristiques du héros moderne, quoi. J'ai trouvé qu'il avait des choses en rapport avec le héros chez Camus. Voilà ce que j'ai pensé, alors qu'il n'y a aucun rapport. Mais c'est un être très torturé, en réalité. Un être qui s'interroge énormément et un être très ambigu, à la fois en lui-même et quand on le regarde, nous, en tant que lecteurs. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire
qu'est-ce qui faisait toute l'ambiguïté et toute comment dirais-je, la complexité psychologique de ce personnage? Qu'est-ce qui l'assaillait de très contradictoire en fait? Mais ce qui est très intéressant chez Zamore, c'est qu'il est partagé entre amour et reconnaissance pour Madame du Barry et une haine parce qu'il a le sentiment qu'elle l'a abandonné. En fait, il y voyait quelque part une mère de substitution quand il est arrivé en France. Ma mère française, il dit à un moment donné dans le roman. Et l'enfant a grandi, elle s'en est désintéressée. Et c'est cette forme de rejet en fait qui a attisé cette haine et qui a permis aussi à Grive de l'utiliser contre elle. Alors, si vous me permettez, parce qu'on va aussi parler de Grive, je vais lire un passage peut-être un petit peu long, mais qui va montrer cette complexité psychologique de Zamore qui fait vraiment un grand intérêt dans votre livre. Voilà donc la triste réalité. Zamore ne sera jamais libre. Il ne fait que passer d'un maître à un autre sans avoir son mot à dire. Toute tentative d'affranchissement est vouée à l'échec. Les chaînes demeureront toujours là. Seules les mains qui les tiennent seront différentes. Oui, il a été sot de croire tout ce qu'on raconte dans les livres. Rousseau et tous les philosophes mentaient. Nous ne sommes jamais libres. Et en fait, c'est ça. C'est l'histoire de cet homme qui réfléchit à sa condition et qui n'est jamais libre, même au moment où il croit justement qu'un événement historique majeur va lui apporter tout ça. Il a lu des livres qui lui promettent et il est très déçu parce qu'il a été un manipulé de la Révolution. Il a été manipulé par Grive, en fait, déjà. Et ensuite... c'est l'occasion de le présenter. Présentez-nous qui est ce personnage qui pourrait être un des personnages, qui quasiment à égalité avec Zamore, un personnage principal. Grive, il est né en 1748 entre Angleterre et Écosse. C'est un opportuniste. Vous le résumez à ça pour vous, c'est ça, c'est un opportuniste? C'est un opportuniste assoiffé de pouvoir. D'accord. Il veut se lancer dans une carrière politique. Il va essayer en Angleterre à la mort de son père, qui lui laisse un petit pécule. Il pense que ça va l'aider à s'asseoir politiquement. Il va entrer dans la franc-maçonnerie. Ensuite, il part aux États-Unis pour en fait, le pays où tout est possible, sauf que là, il y a trahison, parce que les États-Unis, qui ne sont pas encore États-Unis, mais sont des colonies anglaises. Donc l'Angleterre et l'Amérique déjà sont en guerre, bien sûr, évidemment. Donc il est considéré comme un traître à son propre pays. Ensuite, il se promène un peu partout en Europe. Il va en Belgique, il va en Hollande et il arrive en France. En France, il arrive à être... C'est un personnage très ténébreux. Hein. Ah ouais, il est l'ami de Marat. Il est chez Marat 3-4 jours avant l'assassinat de celui-ci. Il pourrait avoir un rôle. Manipuler Charlotte Corday, parce que c'est un tireur de ficelle. Ah oui, avec Zamore, on le voit déjà. C'est un marionnettiste. Voilà, c'est ça. Sauf qu'à l'assassinat de Marat, il va essayer, et malheureusement, les gazettes et les différents témoignages vont lui donner tort, mais il va essayer de faire accuser un de ses ennemis. Parce que une façon d'éliminer comme un autre, c'est connu ça. Bon. 4 jours avant l'assassinat de Marat, il est témoin d'une violente dispute entre Marat et un certain Jacques Roux. Et il se déteste avec Jacques Roux. Et la première chose qu'il fait, c'est « Ah, mais je pense que c'est Jacques Roux, j'ai assisté à une dispute il y a 4 jours. » Ben non, c'est pas lui, c'est une femme, c'est une Normande, elle s'appelle Charlotte Corday. Mais on le voit déjà dans ses œuvres. Voilà. Et on ne sait pourquoi. Il veut à tout prix la tête de Madame du Barry. Ah oui, alors ça voilà, ça c'est vraiment aussi un point important du livre, c'est-à-dire que du début à la fin du livre, presque à la fin, ce qui meurt un peu avant, mais on voit cet homme pris d'une haine contre elle dont on ne trouve pas dans votre livre, on la voit s'exprimer, mais on ne sait pas réellement quel est le motif, la raison. Il y a une petite tentative, je ne sais pas si c'était une explication que vous vouliez donner, mais il y a une petite scène, disons-le, un peu érotique quand même. Bon, avorté, le pauvre, il n'a pas de chance parce qu'il se prend un râteau, on peut le dire. Mais quand il arrête Madame du Barry, il y a une espèce de petit soudoiement dans la voiture utilisée pour l'arrêter, où on comprend que peut-être si Madame du Barry cédait à ses avances assistantes, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup de succès avec les femmes, ce monsieur, eh bien ça pourrait changer sa destinée. Puis Madame du Barry, qui est vraiment un personnage entier, je suis gentil en disant ça, ne donne pas suite à ses avances et on se demande si en ne lui donnant pas ses seins, elle ne vient pas de perdre sa tête. Il y a quelque chose comme ça quand même dans votre livre. Hein. Ouais. Bon, alors c'est quoi cette explication? Mais on ne sait pas. Et
Et j'ai pas voulu l'inventer parce qu'on Oui, voilà. la trouve pas dans les textes. Donc bon, après j'aurais pu prendre le prétexte que c'était un roman historique en inventant en fait quelque chose, mais je trouvais pas ça judicieux. Vous savez, ça m'a fait penser, nos téléspectateurs feront peut-être ce rapprochement en lisant votre livre, à un extraordinaire film de Ridley Scott. Je ne saurais pas dire l'année, mais c'est un film mythique qui s'appelle Les Duellistes. C'est un film avec Harvey Keitel, je crois, et Keith Carradine, et qui se passe durant l'épopée napoléonienne, et on ne sait pas vraiment pourquoi, c'est exactement la même chose. Vous avez une haine entre deux militaires qui courent sur près de 40 ans, et on ne saura jamais. Alors l'un va finir par se débarrasser de l'autre. Le gentil gagne, tant pis, je l'ai dit. Mais mince. Bon, mais ça vaut le coup d'être regardé quand même. Et ce qui est frappant dans ce film, on s'en fiche finalement de la fin. La fin, c'est pas ça qui est intéressant. Mais qu'est-ce qui peut motiver comme ça, sur tant d'années, une telle haine, et qu'on retrouve dans votre livre, à savoir ce Grève qui manipule ce malheureux Amor, qui avait certainement, et on va le voir, des griefs contre Madame du Barry, mais on ne comprend pas pourquoi lui qui ne l'a pas connu, pourquoi est-ce que... Et ça, vous n'avez trouvé aucune explication historique. Il y a des théories, il y en a une en particulier qui dit que Madame du Barry, à la fin de sa vie, est très éprise du duc de Brissac, qui est l'un des gardes personnels de Louis XVI. Oui. Et donc, il est peut-être au courant de certains mouvements de troupes. Et que éventuellement, en s'attaquant à Madame du Barry, il pourrait obtenir. Enfin, c'est assez ambigu tout ça. En fait, on ne sait pas trop. Et moi, je sais que en fait, quand je ne sais pas, vous avez préféré ne pas inventer, là, de ne pas utiliser le romanesque. Vous laissez cette ambiguïté, voilà, ce mystère. Chacun se fera une idée d'essayer de comprendre pourquoi Grève. Après, ça peut être le fruit d'un râteau, comme vous l'avez dit, mais je ne pense pas, étant donné qu'il l'essaye plusieurs fois avant déjà de l'arrêter. Il y a au moins 3 ou 4 tentatives pour arrêter Madame du Barry et l'envoyer en prison. Et ça prouve vraiment son acharnement contre elle. Hein. Alors, à travers lui, qui a vraiment existé, vous donnez une image, c'était déjà un peu le cas dans Rosalie la Morlière, vous donnez une image assez mauvaise de la Révolution. Bon, c'est forcément en France, pays républicain, un événement qu'on a tendance à idéaliser, tout ça est résumé par le tableau de la prise de la Bastille, qui est quand même une vue très myope, très réduite de ce qu'a été cet énorme événement plein de contrastes. Quelle est votre position sur la Révolution? C'est très critique dans votre livre. Marat n'est pas bien servi. Fouquier-Tinville, je ne dis pas que je le regrette, je le constate. Hein. Fouquier-Tinville, bon voilà. Et alors Grève, lui aussi, qui incarne quand même l'homme du renouveau, etc. Bon, en même temps, c'est un corrompu, un menteur, un manipulateur. Donc pour un homme qui prétend rénover la société, il part sur de mauvaises bases. Quelle est votre position par rapport à la Révolution? Moi, je vois la Révolution comme une guerre civile. Ça, en fait, il y a eu des massacres en Vendée. À Paris, quand on n'était pas au mieux avec son voisin, en fait, on l'accusait de tous les maux. Ça rappelle d'autres moments de notre histoire, ça. Voilà, tout à fait. Donc, en fait, pour moi, je ne suis pas royaliste, mais c'est une période assez sombre en fait, de notre histoire. Vous ne l'idéalisez pas en tous les cas? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Il faudrait être un sot, je pense, pour faire abstraction de tout ce qui s'est passé à cette époque. Bien sûr, très ambigu. Alors il faut évidemment en venir à Madame du Barry. Bon, d'abord, nous sommes chez elle. Moi, j'ai voulu conclure cette émission en venant quand même à celle qui nous accueille, l'air de rien. Et Madame du Barry, c'est quand même pas quelqu'un non plus, dans un autre genre, mais qui laisse un très bon souvenir dans l'histoire. En gros, elle laisse le souvenir d'une prostituée de luxe, je vous le dis les choses telles que je les ressens, puis vous les corrigerez, et puis elle laisse le souvenir d'une ravissante idiote quand même, hein, il faut le dire, avec ce fameux mot apocryphe, peut-être c'est dans les mémoires de Samson, il faudrait vérifier, parce qu'elle a été un petit peu lâche quand même au moment d'avoir la tête coupée, alors que Marie-Antoinette y est allée stoïquement, que Louis XVI y est allé en faisant même un discours politique, il faut être capable, hein, au moment où on va mourir, de faire un discours politique. Elle a dit une chose très humaine et très terre-à-terre, encore un instant, monsieur le bourreau. Dans votre roman, elle pousse des cris, non, je ne veux pas, non, je ne veux pas. Qui était pour vous Madame du Barry? Quel portrait vous en traceriez? Madame du Barry, pour moi, c'est une victime consentante. Ah. Moi, je la vois comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Sa mère, Anne Bécu, avait déjà la cuisse un peu légère. C'est une belle femme, elle aussi. Voilà.
Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle encourageait sa fille, Jeanne, donc la future comtesse du Barry, à obtenir des hommes ce qu'elle voulait. À 15 ans, c'est une petite anecdote qui est assez peu connue. À 15 ans, arrive chez Anne Bécu, donc la mère de Madame du Barry, la mère d'un coiffeur qui arrive en l'insultant de mère maquerelle, etc. Donc on ne sait pas trop pourquoi. Et d'un seul coup, Jeanne arrive. La mère de ce coiffeur saisit Jeanne par le bras en lui disant « Oui, tu as pris tout l'argent de mon fils, tu n'es qu'une catin !» Et Jeanne, stoïque, retire son bras et rentre chez elle. Et c'est là toute... moi, je vois Madame du Barry en fait comme ça. Elle est instrumentalisée en fait quelque part par sa mère en premier, ensuite Jean du Barry, qui va l'offrir à Louis XV pour avoir une position. Mais alors c'est une Zamore avant l'heure elle-même. Oui, mais avec le consentement. Oui, parce que en fait, Zamore est un esclave. Oui, c'est vrai. Elle, en fait, quelque part, elle se dit bon, puisqu'on m'a dit que comme ça, je pouvais arriver à mes fins, je pouvais avoir richesse, fortune, demeure. Elle le fait. Elle le fait, et c'est même sa mère. Ça aussi, les gens ne le savent pas, mais c'est même sa mère qui l'offre en cadeau à Jean du Barry. Elle lui dit d'accord, prenez-la, mais en échange, je veux des meubles. Oui, mais alors. Et on retrouve les factures en fait aux archives. Jean du Barry offre des meubles à Anne Bécu. Et ensuite, Jeanne va emménager avec ma Jean fille du Barry. pour des meubles. Eh bien, écoutez, on comprend ce qu'elle a fait avec Zamore après. Elle avait donc pas trop de scrupules. Ce disant, je ne pense pas qu'on peut quand même la présenter. Ce n'est pas Madame de Pompadour. Je veux dire, c'est pas non plus une femme d'une grande culture. C'est pas d'un certain goût. Elle aimait les arts. Voilà, elle avait un goût. Pour le joli. Mais enfin, de là à dire que c'était une femme des Lumières, c'est peut-être un peu beaucoup. Ce disant, vous rétablissez là une vérité historique. Madame du Barry, ramenée à son contexte de Louvcienne, était une femme adorée de la population. Alors, est-ce que vous voulez expliquer pourquoi ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'il y avait des femmes en couche, elle leur faisait apporter un panier avec nourriture, vivres, vin. Elle était la bonne dame de Louvcienne. Ouais, elle était adorée des gens de Louvcienne. Elle se promenait, elle offrait tout ce qu'elle pouvait. C'est ce qui expliquera d'ailleurs que lors d'une des tentatives de Grive pour arrêter Madame du Barry, vous allez avoir une cinquantaine d'habitants qui vont s'y opposer en signant une pétition. Donc il faut s'imaginer ce que ça représente à l'époque. Ils osent mettre leur nom sur un papier pour demander que Madame du Barry, ancienne favorite du roi de France, ne soit plus emprisonnée chez elle. Oui, au risque de perdre leur tête, et c'est un personnage hautement incorrect à ce moment-là. Alors, que représentait selon vous sur le long terme, on a compris ce que c'était, ce cadeau entre guillemets, c'est quand même un peu honteux, c'est rien de le dire, mais qu'est-ce que représentait pour elle Zamore sur le long terme? Est-ce qu'elle avait avec lui quand même un projet d'éducation et comme si elle était sa mère? Est-ce qu'elle a eu ce genre de sentiment pour lui? Au début, elle s'y intéressait beaucoup. Ça, c'est évident. Mais comme une distraction, elle avait vraiment une affection profonde pour cet enfant. Elle n'a pas eu elle-même en fait d'enfant. C'est ça. Donc, à mon avis, il y a eu au début cette relation. Un transfert, quelque chose comme ça. Elle l'a fait baptiser, le petit sauvageon. Elle l'a éduqué, elle l'a bien habillé, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais au fur et à mesure que l'enfant grandissait, je crois qu'elle s'en est désintéressée. Elle le trouvait moins intéressant, un peu comme en fait, les enfants qui ont un petit chiot. En fait, quand il est petit, on s'y intéresse, et quand il grandit, on les en a. Ce qui est petit est mignon, et puis par la suite, c'est moins confirmé. Et je crois que c'est un peu ce qui s'est passé. Et pour preuve, c'est que lors des vols des bijoux, quand elle fait ses voyages incessants en Angleterre, en fait, elle le laisse ici. Elle ne le prend jamais avec elle, alors que si elle l'avait considéré comme son fils, il l'aurait accompagné. Il aurait été dans les bagages. Donc je pense qu'au départ, il y a eu cette relation, ce transfert, en fait, comme on a dit, mais qu'au fur et à mesure, elle s'en est désintéressée et puis elle est retournée à ses histoires amoureuses avec le duc de Brissac. Mais alors, évidemment, à l'inverse, on comprend donc quand même un peu Zamore en même temps, parce que, vraiment, et ça on le voit dans votre livre, il y a une blessure narcissique qui est énorme, parce que lui a dû,
plus lui étant enfant et à l'adulte au moment de leur rencontre, a dû s'y attacher. Il y a une chose très émouvante, je ne sais pas si ce détail est aussi vrai dans votre roman. En fait, Zamor n'a gardé de sa mère qu'un carré de tissu qui est le morceau de robe qu'il a arraché quand on l'a ôté à sa mère. Et chaque fois qu'il a une mélancolie ou quelque chose comme ça, il s'accroche à ce carré de tissu qu'il ramène à sa vraie mère. Est-ce que ça, c'est un détail vrai ou que vous avez inventé? Ça, c'est inventé. Eh bien, c'est très bien. C'est comme la chartreuse de Parme, il y a des gens qui vont à Parme et qui la recherche, on y croit. Moi, j'y ai cru à ça. Je me suis dit, ça ne peut pas être inventé. Eh ben, c'est inventé. C'est le plus beau des compliments. Ben oui, mais c'est vrai, j'ai vraiment cru que c'était juste, que c'était exact. Et alors, donc, lui, de son côté, est-ce qu'on a des... D'abord, comment est-ce qu'on connaît ce qu'il a pensé de Madame du Barry? Comment, historiquement, on arrive à reconstituer cette chose? De par ce qui s'est dit au procès, en fait, Oui. déjà. Il l'a chargé. Ah ben, et pas qu'un peu. Parce que c'est ça qu'on reproche finalement à Zamor, c'est qu'au moment où Madame du Barry va être arrêtée, on va lui demander de témoigner. Donc vous expliquez que c'était Grève qui l'avait manipulé et le témoignage est terrible. Alors en quoi il consiste? C'est affreux. Il dit que à plusieurs reprises, lui, le gentil petit Zamor, a essayé de lui dire de se méfier, qu'il y avait peut-être un peu trop d'aristocrates qui arrivaient chez elle, qu'on commençait à parler d'elle sur Paris, mais qu'elle a balayé ça d'un revers de main, et qu'il soupçonne même, et il le dit devant le tribunal, il soupçonne même que l'histoire du vol des bijoux de Madame du Barry n'est qu'un pur mensonge, ça n'est qu'une invention pour pouvoir se rendre en Angleterre et donner de l'argent aux émigrés. Donc être anti-révolutionnaire. Voilà. Alors vous dites, là encore dans votre livre, page 21, il y a vraiment l'exposé des sentiments de Zamor pour Madame du Barry et ce n'est pas sympathique. Zamor n'arrive pas à se rappeler précisément le moment où il a pris la décision d'être Grève dans sa funeste entreprise, causer la perte de celle dont il portait encore, il y a peu, la traîne de sa robe. Une chose est néanmoins certaine, cette décision résultait d'années de frustration, d'absence de considération. Il ne demandait pas une éducation, des livres ou de beaux vêtements conçus par les meilleurs modélistes du royaume, non. Tout ce qu'il voulait, c'était un peu de tendresse ou, à défaut, un peu d'attention. Que Madame, par exemple, prenne sa défense lorsqu'il était sujet aux railleries de ces mines blafardes, aux têtes poudrées et parfumées, dont les rires stridents lui écorchaient les oreilles. Donc on voit que le ressentiment, il est profond, et donc, comme vous le dites, il se manifestera au moment du procès, et il aura, selon vous, quelle importance dans la condamnation de Madame du Barry? Énorme. Oui, c'est le premier, enfin c'est le témoignage le plus lourd pour vous? C'est peut-être pas le plus lourd quand on lit les minutes du procès. Par contre, ça l'est du fait qu'il aille à la barre. Parce que c'est un personnage qui a bien connu, Madame du Barry bien depuis sûr. des années et des années. Donc s'il y a bien une personne dont le témoignage est pris, bien sûr, c'est lui. C'est Absolument. pour ça que Grève veut absolument que Zamor témoigne au procès de Madame du Barry. Écoutez, Ludovic Miserol, j'espère que nous avons réussi à faire passer à nos téléspectateurs tout le sel de votre roman, qui est à la fois dans un projet que je trouve vraiment très original, dans un destin qui mérite d'être connu, qui par bien des aspects est contemporain dans les doutes de cet homme, qui aussi évoque et peut-être rétablit un peu de justice par rapport à un autre personnage moins bien considéré qui est Madame du Barry et qui a eu la gentillesse de nous accueillir chez elle aujourd'hui. On vous souhaite bon courage pour la suite de vos projets et on les suivra avec intérêt. Merci. On espère que vous nous adresserez le prochain personnage sous la Révolution ayant côtoyé de grands destins. C'est ainsi que nous prenons congé de nos téléspectateurs en leur disant au mois prochain pour un nouveau numéro de l'Essonne en auteur.